Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. La nouvelle série de Radio-Canada, Mea Culpa, aborde le concept de la justice réparatrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça mange en hiver? On en parle avec Mme Rachel Chagnon, qui est doyenne de la Faculté de sciences politiques et de droit de l'UQAM. Bonjour, Mme Chagnon. Bonjour. Justice réparatrice, qu'est-ce que c'est au juste? Moi, dans ma tête, c'est la victime qui rencontre le coupable et qui tente les deux de se parler. Elle, la victime, parle de la douleur qu'elle a eue. Le coupable tente d'expliquer pourquoi il a fait ce geste. Est-ce que c'est trop caricatural comme vision là, de la justice réparatrice que j'ai dans la tête? Non, en fait, vous êtes pas mal dans le mille. La justice réparatrice, c'est un modèle de justice qui vise d'abord et avant tout, justement, de favoriser une rencontre qui se veut restaurative entre, d'une part, la personne qui a été lésée et d'autre part, la personne qui est responsable, finalement, de la lésion. Quoi qu'il peut y avoir des variations là-dessus, il y a des modèles de justice réparatrice où les victimes ne rencontrent pas nécessairement leur agresseur, mais un agresseur ou un coupable. Ça peut dépendre, mais l'idée de fond est toujours un peu la même. C'est de donner la possibilité à une victime de s'exprimer sur ce qu'elle a subi pour pouvoir justement peut-être trouver un certain sentiment de justice, d'accomplissement, passer à autre chose et permettre à une personne qui a commis une offense de mieux comprendre la nature de ce qu'elle a fait, les conséquences de cette offense-là, et peut-être aussi d'offrir des explications sur ce qui l'a motivé. Et écoutez, ça vient en parallèle avec le vrai système de justice, c'est-à-dire la personne a quand même une peine, une amende ou une peine de prison, et après ça, il y a la justice réparatrice, ou alors ça prend la place là, du système de justice traditionnel? Dans notre contexte actuel, c'est vraiment quelque chose qui existe en parallèle du système. En parallèle. C'est-à-dire que notre bon vieux système criminel n'arrête pas d'exister tel qu'il est. Donc, okay. Il y a des peines qui peuvent varier. Ça peut être une peine de prison, ça peut être une amende, ça peut être une peine à purger dans la communauté. Et il y a la justice réparatrice, qui est un processus qui existe à l'extérieur de notre système de justice régulier, qui permet à des personnes de pouvoir cheminer par rapport à des crimes qui ont été commis. Dans certains cas, on va constater, par exemple, lorsqu'on est dans les cas qui concernent les mineurs, qu'il y a des systèmes de peines qui ont été mis en place qui font appel au principe de justice réparatrice. Donc, on va voir lorsqu'on impose des peines à des personnes mineures, par exemple, qui sont responsables d'avoir causé un dommage à la propriété, d'avoir fait des graffitis sur une porte de garage, par exemple. On va demander parfois la peine imposée aux jeunes, ça va être de réparer ce qu'ils ont fait, de repeindre la porte de garage, donc d'un peu, justement, de pouvoir réfléchir sur l'erreur qu'ils ont commise et réparer cette erreur-là. Donc, on a des cas où on a choisi, au moment de la peine, donc la condamnation est toujours régulière, là, se fait en vertu de notre système régulier ordinaire, mais il va y arriver dans certains cas où on a choisi d'établir un système de peine qui rejoint un peu les principes de la justice réparatrice. Mais sinon, c'est vraiment un système qui existe à l'extérieur de notre système. Bon, la justice réparatrice pour des petits crimes, je peux comprendre. Par exemple, un jeune, justement, qui décide de faire un graffiti sur ma porte de garage, je veux m'asseoir avec, puis discuter avec lui en disant « Pourquoi tu as fait ça? Ça n'a pas de sens, etc. » Il y a un dialogue qui s'établit. Mais dans le cas de crimes graves, et Mme Chagnon, l'été passé, j'étais allé à Paris et j'ai vu un film sur la justice réparatrice qui était formidable. Ce sont des comédiens qui interprétaient finalement, il y a eu des rencontres entre des victimes et leur agresseur, et tout ça avait été pris en note, enregistré, et les comédiens interprétaient devant les caméras ce qui s'était passé. Et là, on parlait, là, c'était des vrais cas qui se sont passés de justice réparatrice en France, où une femme violée rencontrait, par exemple, son agresseur. Et là, ça demande beaucoup d'abnégation de la part de la victime pour rencontrer la personne qui a commis un crime grave contre elle.
Ben, je suis assez d'accord avec vous. Je vous dirais que dans les cercles où on est dans la protection des victimes, les organismes qui s'intéressent à la protection des victimes, que ce soit en violence sexuelle, en violence conjugale, sont pas favorables à l'idée d'avoir une victime qu'on assoit devant son agresseur pour avoir une petite discussion sur le pourquoi du comment. Oui. Faut penser que en France, il y a une loi sur la justice restaurative qui a été passée en 2014. Puis en France, ils ont une tradition de confrontation de la victime à son agresseur. Ça, on pourrait en parler longtemps, mais c'est quelque chose qui existe déjà dans la culture et dans le système français. Ce qui peut peut-être expliquer que pour eux, le pas vers passer d'un moment où, avant la condamnation, on demande une victime à se confronter à celle qu'elle accuse pour vérifier un peu l'état des lieux entre les deux personnes et voir un peu comment la victime réagit face à son agresseur allégué, vers un système où on permet à la victime de rencontrer l'agresseur une fois qu'il a été condamné, pourrait peut-être faire du sens un peu dans le système français. Pour nous, je pense que c'est un peu éloigné de notre vision culturelle de ce qui pourrait être la justice. Je pense qu'on a une préoccupation, une sensibilité par rapport à la victime qui n'est pas la même. Je vous dirais que j'ai longtemps été réfractaire moi-même à la justice réparatrice, pour être très honnête. Par contre, j'ai vu des cas où on permettait à des victimes d'agressions sexuelles de rencontrer un agresseur sexuel qui n'était pas le leur. Dans OK, un contexte où OK. l'agresseur sexuel avait avoué son crime, était repentant, et ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un très haut taux de satisfaction des victimes. Lorsqu'elles ont la chance de rencontrer une personne qui les conforte dans l'idée qu'elles ne sont pas responsables de ce qui leur est arrivé, que c'est l'agresseur qui a choisi de commettre ce geste-là. Lorsqu'ils peuvent parler de leur expérience personnelle à eux, puis expliquer comment eux regrettent ce qu'ils ont fait aux victimes qu'eux ont eues, on constate que ça donne à beaucoup de victimes un certain sens justement de pacification, de validation dans leurs sentiments que c'était pas de leur faute, que c'est pas quelque chose qu'elles ont voulu. Donc, je revois un peu ma position par rapport à la justice réparatrice, mais comme vous, je continue de penser que avant de placer une victime devant la personne qui l'a agressée, il faudrait avoir une très, très longue réflexion. Oui, Madame Rachel Chagnon, il faut le dire, tout ça est fait dans un endroit supervisé. Là, Oui. c'est pas la victime qui rencontre un agresseur dans un café comme ça sans supervision. Là. C'est fait dans une salle comme on voit derrière vous. Là, il y a les deux personnes qui sont assises là, puis il y a des gens qui, parce qu'on veut pas non plus que la bataille se pogne entre les deux. Là. Oui, non, exactement. Puis il y a plusieurs services aujourd'hui qui existent qui permettent aux victimes là, d'avoir accès à ce genre de services-là. Et on le fait vraiment, c'est extrêmement codé comme processus, avec des conditions qui arrivent avant, après. D'ailleurs, j'ai écouté la première là, de Mea Culpa, puis quand on voit justement la médiatrice, lorsqu'elle parle, il y a une scène où on voit un père qui est en médiation de justice réparatrice avec sa fille, puis l'espèce de codage, c'est à ton tour à parler, voici ce dont on a convenu. Oui. Ça ressemble à ce qu'on voit là, dans la réalité. Là. OK, vous avez abordé un peu le sujet, mais on se demande pourquoi ces gens-là, autant l'agresseur que la victime, puis je comprends qu'une victime, mettons, d'agression sexuelle ne rencontre pas son agresseur, mais rencontre un agresseur, puis je peux comprendre pourquoi ça met une distance, mais pourquoi ces gens-là participent à ce genre d'exercice et est-ce ils retirent quoi de cet exercice-là, les deux, là? Ben, ce qu'on constate lorsqu'on entend ou on écoute les personnes qui ont participé à ces processus-là, c'est que la justice réparatrice est une vision de la justice qui remet beaucoup l'acte posé au centre de l'équation. Si on compare avec notre système où la personne, dans notre système occidental tel qu'on le connaît, on considère que la personne, en fait, la personne qui poursuit, la personne qui est considérée comme la personne lésée, c'est la personne de l'État, c'était originellement la personne du monarque. Donc, il y a une distance entre la victime physique et la victime réelle et tout le processus qui va amener à la condamnation de la personne qui a commis le geste. Pour toutes sortes de raisons historiques, on a choisi dans nos systèmes de faire en sorte que c'est pas la victime directement qui entame les procédures et qui demande elle-même justice. C'est le procureur de la couronne. En fait, c'est la couronne qui, au nom de la victime, le fait, puis ça met une distance. Et ça place la victime dans un rôle un peu accessoire ou on la sort un peu de la scène principale. Or, il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'on doit ramener la victime au centre de l'équation, puis on doit ramener
en fait, les torts subis par la victime et ce que ressent la victime par rapport à ce qui lui est arrivé au centre de l'équation. Puis c'est ce que fait davantage la justice. OK. En terminant, mais oui, c'est plus clair là, en vous parlant. Et en terminant, est-ce qu'il y a un côté judéo-chrétien derrière ça? C'est-à-dire qu'il faut que ça amène, là, pour que ça soit un exercice comme il faut, pour que ça se passe bien, il faut qu'à la fin, que la victime pardonne à l'agresseur et comprenne pourquoi cette personne-là a fait ça, etc. Ou on n'est pas obligé d'aller jusque-là? Ben, dans les versions plus actuelles de ce système-là, donc les organismes qui font la promotion de la justice réparatrice sont extrêmement laïcisés et ce sont des organismes où, comme je vous dis, on place vraiment la victime au centre du processus. Donc, la victime n'a aucune contrainte. Elle n'est pas obligée au pardon ni à quoi que ce soit. Par contre, ce système-là a des origines qui sont souvent religieuses, puis les premiers organismes qui en ont fait la promotion sont des organismes qui avaient des vocations religieuses. Faut pas l'oublier. Je pense que j'aurais pas cette grandeur d'âme-là. Ça me demanderait là, vraiment de rencontrer quelqu'un, par exemple, qui me foutait un poing sur la gueule, qui me volait, ou tout ça, en disant, je vais discuter avec cette personne-là. Puis, oh là là, que ça me sortirait de moi-même, ça. Un exercice assez particulier. Merci beaucoup, Mme Rachel Chagnon, doyenne de la Faculté de sciences politiques et de droit de l'UQAM. Et la série à Radio-Canada s'appelle Mea culpa. C'est très intéressant. Merci, bonne journée. Merci à vous. Bonne soirée.